On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la responsable des communications pour le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la CNESST. Il y a une nouvelle campagne pour parler un peu d'empathie à l'égard des accidents de travail. Mais d'abord, on reçoit le président du syndicat FIC pour la Montérégie-Centre. Est-ce que les primes de 15 000 vont retenir des infirmières et des infirmiers? C'est ce qu'on va voir. Avec la COVID en arrière-plan, on parle beaucoup du réseau de la santé depuis quelque temps. La pénurie de personnel existait avant la COVID, mais évidemment, ça s'est accentué. Là aussi, ça s'est complexifié parce que le gouvernement essaie de faire de la rétention, de donner des primes. Il y a l'histoire du fameux 15 000 en question qui est un peu complexe à comprendre. Bref, c'est quoi l'état de la situation ici, dans la Montérégie-Centre, principalement pour nous à l'hôpital du Richelieu, mais de manière plus élargie avec Charles Lemoine aussi, là, qui est dans le même territoire. On en discute avec le président du syndicat FIC pour la Montérégie-Centre, Denis Grondin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous-même, vous arrivez à vous y retrouver dans ce système de primes que le gouvernement veut mettre en place pour garder les gens ou ramener du monde qui est allé au privé et qui veulent revenir? Bref, ici, ça se traduit comment? C'est sûr que c'est encore très complexe parce qu'il y a encore quelques questions qui ne sont pas répondues. Mais sur la base, oui, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui font perdre le montant forfaitaire de 15 000 puis qui amène aussi un remboursement, dans le fond, du premier 5 000 qui serait versé si toutes les règles ne sont pas tenues. Parce que là, 15 000, là, il y a deux choses. Si moi, je travaille au privé en ce moment puis que je reviens au public, on pourrait me donner le 15 000. Tout à fait. Mais en même temps, pour les infirmières, infirmiers ou les professionnels qui sont déjà à l'emploi de l'hôpital, exemple, eux aussi, ils peuvent signer le 15 000. Exactement. Exact. C'est quoi la différence entre celui qui revient et celui qui est déjà là? La différence, dans le fond, il n'y a pas grande différence entre les deux. Ceux qui reviennent, on parle d'un montant de 12 000 versus ceux qui sont à l'emploi de 15 000 OK, une petite différence. Oui, il y a une petite différence, mais pas une grande chose. Bon. Et c'est quoi l'enjeu sur le fait de garder le boni ou de perdre le boni? Parce que là, moi, j'entends toutes sortes de choses qui me disent « Ah, bien là, si j'ai le malheur d'être malade une journée, je vais perdre mon 15 000 ou si je manque le travail, je vais perdre mon 15 000 » Bref. Fait que dans quelle mesure c'est avantageux pour les gens de le signer ou de ne pas le signer, le 15 000? Nous autres, qu'est-ce qui nous fait peur, bien gros, d'un côté, au niveau syndical, c'est le devoir du remboursement. Parce qu'on peut tout avoir un pépin quand on a toute une famille, on a toute une vie en dehors du travail qui peut nous arriver à avoir un pépin. Alors, comme j'explique souvent, le meilleur exemple, c'est l'hiver approche, on est pris dans un vent de neige, on arrive 30 minutes en retard au travail, on a une absence autorisée ou absence non autorisée à l'horaire. À ce moment-là, on perd la prime en totalité. En totalité. Mais sur la problématique, c'est qu'on a déjà versé un 5 000 mais il ne faut pas oublier sur le 5 000 il y a des impôts. Alors, on reçoit environ 3 000 sur le 5 000 si on arrondit rapidement, mais le remboursement est de 5 000 et pas de 3 000 On doit rembourser la totalité. Donc, ça devient une pénalité? Ça devient une pénalité, oui. C'est sûr qu'après ça, il faut régulariser avec nos rapports d'impôts, mais ça reste que c'est nos membres qui vont devoir gérer peut-être avec un 2 000 en moins jusqu'à temps qu'ils fassent leur rapport d'impôt. Mais à date, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont signé le 15 000? J'ai pas encore le topo complet pour savoir la quantité qui ont signé, mais il y en a beaucoup présentement qui sont réticents par crainte du remboursement, justement, s'il leur arrive un pépin quelconque. On revient à cet exemple-là, c'est-à-dire que tu as une crevaison où tu es pris dans le banc de neige, tu arrives une demi-heure en retard, et là, si ton patron te met une absence non motivée, pouf, tu perds le 15 000. Exactement. Fait que souvent, on y va sur l'entente de son chef. Si on a une bonne entente, ça peut bien aller. On peut négocier avec l'employeur. Regarde, je suis arrivé une demi-heure en retard, je vais prendre une demi-heure de moins de dîner, puis regarde, mes heures vont être faites pour la journée. Mais il y a d'autres chefs qui ne l'accepteront pas, ça, moindrement, si tu n'as pas une bonne entente avec ton chef. Souvent, c'est l'employeur, ils nous ont dit faut faire confiance au jugement de chaque chef. Sur certains, je n'ai pas d'inquiétude. Sur d'autres, c'est beaucoup plus inquiétant si on se fie juste au bon jugement. Un processus d'appel? Je ne sais pas, mais disons que... Non. Bien, ça va être au niveau syndical. Moi, d'après moi, d'ici une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'après moi, on va être pris à contester certaines choses puis avoir des discussions avec l'employeur sur des cas précis que sûrement qui n'auront aucun sens d'enlever un 15 000 pour une situation X. Mais là, est-ce que le gouvernement va vous retourner un nouveau guide d'interprétation? Est-ce que le gouvernement va préciser un peu sa pensée par rapport à ça? Mais les centrales syndicales se sont ralliées sur cet arrêté-là pour essayer de faire comprendre au ministre Dubé
que présentement, son arrêté n'a pas de sens, puis le guide d'interprétation qui vient avec, nécessairement, n'a pas de sens non plus. Il y a beaucoup de lacunes, puis c'est pas ça qui va amener de la rétention ou de l'attraction. Tu sais, là, si on considère que depuis le début du COVID, le monde, ils ont une prime de 1 000 par mois, qu'on peut perdre, oui, dans le mois, mais on perd 1 000 on ne perd pas le 12 000 dans l'année complètement. Je comprends. Fait qu'on s'entend, d'après moi, ils vont la couper bientôt, celle-là. Mais là, au bout du compte, c'est pas 15 000 qu'ils nous donnent. Si on enlève 12 000 pour nous donner 15 000, mais dans le fond, c'est un bonus de 3 000 qu'on a. Sauf que la différence entre les deux, c'est que si on a un pépin dans un mois, on perd juste 1 000. Là, on va perdre 15 000. C'est différent. Là. Mais là, à date, depuis la mise en place de ça, est-ce que vous avez senti, vous, qu'il y a du monde qui revienne? Avez-vous senti qu'il y a du monde qui voulait partir, qui finalement ne sont pas partis? Bref, sentez-vous qu'il y a un impact sur... T'sais, on comprend que le ministre a mis ça en place, il y avait un objectif en arrière de la tête, mais à date, est-ce que ça donne des résultats? Pas à la hauteur qu'on a de besoin. Je ne dis pas que c'est résultat zéro, mais c'est pas le résultat, je pense, qui a été escompté par le gouvernement. Là. Je pense qu'il réalise présentement que son arrêté ministériel n'emmène pas ce qu'il devait amener au niveau de l'attraction chez les professionnels en soins. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le monde dans le privé, ils ont déjà 15 000 de plus en salaire, mais sans avoir de compte à rendre. Fait que le 15 000 au bout du compte, le monde des agences qui s'en viennent ils ne viendront pas pour un 15 000, ils l'ont déjà sur leur paie, ils sont déjà payés plus cher de l'heure. Fait qu'au bout de l'année, ils l'ont, leur 15 000 Les bénéfices marginaux, fonds de pension? Oui, c'est sûr que mais je peux vous dire que la génération, maintenant, là, les bénéfices marginaux puis les fonds de pension, c'est pas une priorité. Puis là, c'est rendu tellement lourd dans notre système public que le monde y va pour leur santé psychologique, personnelle, avant d'y aller sur certains autres avantages. Parce que quand tu travailles pour le privé, il n'y a pas de TSO dans le privé comme tel? Non, les agences ne sont jamais visées par le TSO. Fait que ça peut être une certaine lacune qu'on a dans notre système public. Parce qu'on a tout le même ordre, il ne faut pas oublier. Puis l'employeur nous mentionne toujours que c'est via notre ordre professionnel qu'on est obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire, qu'est-ce qui est totalement faux. Ça, tu sais, moi, je prends le temps de le répéter. Oui, on a une clause qu'on ne peut pas mettre nos patients en danger. Mais l'employeur ne peut pas utiliser cette clause-là pour garder des professionnels en temps supplémentaire obligatoire. Bien, surtout que ce n'est pas des mesures d'exception. C'est devenu comme la norme. Exactement. Parce que moi, comme je dis, il y a un accident d'avion, un accident comme d'autobus, vous allez avoir une panoplie de professionnels qui vont partir de chez eux pour se rendre à l'hôpital. Parce que ça, c'est une mesure exceptionnelle. Mais là, c'est que on ne l'utilise plus dans les mesures exceptionnelles. La pénurie sur le territoire de la Montérégie-Centre, est-ce qu'elle est chiffrée? Est-ce qu'on sait à peu près comment de monde il manque pour être capable de pallier aux besoins? Montérégie-Centre, non, mais au niveau des professionnels, on a environ 300-350 postes vacants. Fait que c'est actuellement? Actuellement. Fait qu'on parle d'inalo, infirmière auxiliaire, IPS. C'est tous des titres d'emploi qui nous manquent. Fait qu'il y a un auteur d'environ 350 postes. Fait que c'est quand même beaucoup. Donc, ces heures-là sont faites par du monde qui font du temps supplémentaire, obligé ou non? Là. Exactement. Mais il y a eu des fermetures de lits aussi, puisqu'à un moment donné, il n'y avait pas le nombre de professionnels pour fournir autant de lits d'ouverts. Fait que là, l'employeur n'a pas eu le choix de pouvoir, de fermer des lits. Comme syndicat, comment vous composez avec la fameuse vaccination qui devait être obligatoire, qui finalement ne l'est plus vraiment? Mais là, on impose des tests, mais là, il y en a, semble-t-il, qui ne font pas les tests, donc qui sont suspendus. Bref, ici, sur le territoire, ça se jauge comment? Au niveau de ceux qui ne font pas les tests, là, on a eu... l'employeur a sorti une lettre vendredi passé. Fait que je ne sais pas à quelle hauteur qu'on en a chez nous dans ma catégorie qui ont refusé de passer les tests, mais c'est tellement minime. La majorité des non-vaccinés, ils font leurs tests qu'ils ont à faire. Là. OK, donc c'est assez minime comme... Oui, tout à fait. Impact, là, on ne parle pas d'une majorité de professionnels qui refusent la vaccination et refusent les dépistages. Puis, ultimement, est-ce que vous êtes satisfait de la mesure du gouvernement de ne pas imposer la vaccination obligatoire? C'est sûr que je ne vous mentirai pas. Moi, je reste pro-vaccination. Ouais. J'ai toujours prôné la vaccination, puis je pense qu'il faut continuer à le faire. Sauf qu'une fois, ça dit, une fois qu'on a certaines personnes qui ont des réticences à la vaccination, l'important, c'est qu'ils se fassent dépister. Puis pour le recul du gouvernement, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Si on y arrêtait, surtout du côté au Richelieu, ça aurait fait un grand dommage au niveau de l'hôpital du Haut-Richelieu, parce qu'on aurait perdu beaucoup de professionnels. Là. Parce que le pourcentage de non-vaccinés est plus élevé qu'ailleurs? Non, il n'est pas plus élevé, parce qu'on est déjà en grave pénurie au niveau du Haut-Richelieu. Fait que juste, supposons, perdre 15 professionnels, c'est déjà dramatique. Là. Ah ouais. Mais en même temps, ça doit vous mettre dans une position parfois inconfortable parce que la vaste majorité de vos membres sont vaccinés. Tout à fait.
Et là, de voir des collègues qui ne sont pas vaccinés, ça doit amener parfois des confrontations ou des frictions C'est entre sûr qu'on collègues. on a entendu parler. Sur les étages, il y a certaines frictions qui se passent entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ça, c'est sûr que l'employeur a son travail à faire au niveau de s'assurer de donner un endroit de travail sain. Mais ils sont membres du même syndicat. Oui, tout à fait. C'est ça aussi, ça. Exactement, mais il faut comprendre, puis il faut que la population comprenne en tant que syndicat. Moi, j'ai emmené l'exemple d'avocat. Un avocat n'est pas nécessairement d'accord avec son client, mais il doit le défendre. Mais on est à la même place. On a un devoir de représentation auprès de nos membres, puis on va faire notre devoir de représentation qu'on a à faire. OK. Mais comme vous dites, si la mesure avait été mise en place, on aurait perdu du personnel. Du personnel, c'est sûr, puis ça aurait fait très mal, très mal. OK. Là, dans le fond, c'est quoi les autres enjeux auxquels vous êtes confrontés en ce moment? Vous allez me dire que ça fait déjà beaucoup avec ça, là, juste Oui. à interpréter. Je ne sais pas si vous avez des griefs à travers ça, mais bref, est-ce que les relations de travail sont somme toute quand même assez bonnes avec M. Deschamps et son équipe? Comment ça se passe en ce moment? C'est sûr que M. Deschamps a quand même une ouverture d'esprit quand on le rencontre pour essayer de régulariser certains problèmes. C'est sûr, entre patron et syndicat, on ne peut pas être d'accord sur tout. On a toujours la solution de l'arbitrage qui est toujours possible, mais on essaie de trouver le plus de solutions possibles avec l'employeur pour atténuer la charge puis de tout ce que nos membres portent sur leur dos présentement depuis le début du COVID. OK. Et là, dans le fond, là, il y a une bataille qui est plus nationale avec la FIC versus le gouvernement par rapport aux fameuses mesures de rétention. Là. Exact. C'est là un où gros on en dossier est, qui est je plus pense. national que local. Là, au niveau local, nous autres, on essaie de sauver les meubles un peu. Là, on a un projet qu'on essaie de mettre sur place rapidement après le temps des fêtes qui va être l'autogestion d'horaire. On va le débuter sur un centre d'activité pour essayer de le faire. Puis si ça peut porter fruit, ça va pouvoir être exporté partout. Mais je pense que l'autogestion d'horaire, c'est quelque chose, c'est une porte qu'il faut ouvrir rapidement pour que nos membres puissent essayer de régulariser leur horaire de travail et leur conciliation travail-famille ensemble. OK. Ça pourrait être une belle porte ouverte, ça, pour nos membres. Puis autant pour l'employeur, parce que des employés heureux, ça l'amène... ça diminue beaucoup de problématiques. Denis Grondin, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la nouvelle campagne de sensibilisation sociétale de la CNESST avec la représentante du bureau régional ici basé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, nouvelle mairesse à Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument. Salutations à Mme Bouchard. Mais cette semaine, on parle de football avec le coach des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean-Philippe Bégin. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez que la CNESST a un bureau basé ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et bref, on en parle localement, mais en même temps, il y a aussi des enjeux nationaux. Il y a d'ailleurs une nouvelle campagne qui va être lancée. Votre santé, votre sécurité comptent pour beaucoup de monde. Bref, question d'expliquer un peu ce qui se passe et d'en connaître davantage. On reçoit avec nous Marie-France Roulier, qui est responsable des communications ici à la CNESST à Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En fait, c'est la région centre-sud, hein, c'est ça? Bien, en fait, c'est la région centre-sud. Les 4 Montérégie sont inclus dans le centre-sud et Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est Montérégie-Centre. Donc, quand on dit la région de Saint-Jean, ça inclut 50 municipalités. 50 Donc, oui, ça va de, c'est une histoire courte, là, de Lacolle jusqu'à Lac-Brome, Sutton, Chambly, Richelieu et Mingford. Okay. Donc, c'est tout le territoire même, de Saint-Jean. Donc, quand même un assez grand territoire. C'est comme une direction régionale. Donc, la CNESST a des bureaux régionaux un peu partout au Québec, notamment ici à Saint-Jean. Notamment ici, oui, le point de service ici à Saint-Jean
et ça couvre une cinquantaine de municipalités. Bon, quand on regarde, évidemment, c'est toujours bon de se rappeler les statistiques, puis je veux commencer par ça parce qu'on dit en 2020, j'arrondis, là, il y a eu 105 000 lésions professionnelles qui ont été recensées au Québec, dont à peu près 95 000 accidents de travail, tout près de 10 000 maladies professionnelles. Et on dit que durant cette même période, il y a eu 173 travailleurs et travailleuses qui sont décédés. Mais localement, puis ça, je trouvais ça intéressant de le dire, pour la seule région de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc le territoire auquel vous faites mention, il y a eu 7 travailleurs qui ont perdu la vie, 3 lors d'un accident de travail et 4 des suites d'une maladie professionnelle. Donc, parfois, on voit ça passer dans les nouvelles nationales, mais ici, localement, il y a des gens qui ont des accidents de travail. Il y a des gens qui en décèdent aussi. C'est une réalité, là. C'est une réalité, effectivement. Puis, c'est un petit peu ça aussi qu'on fait aujourd'hui en parlant de santé-sécurité avec notre campagne, notamment notre campagne sociétale. C'est ce qu'on veut quand même passer le message de... Les accidents de travail, en fait, là, ça arrive à tout le monde. Dans tous les secteurs d'activité, il n'y a pas de discrimination, malheureusement. Chantier de construction, tous les établissements, petits employeurs, gros employeurs, bien, il y a des accidents de travail. Mais il y a moyen, finalement, il y a moyen de les prévenir, il y a moyen de contrôler les risques et tout ça. Et, mais par contre, parfois, on arrive à le malheureux statistique comme on a comme 7 personnes en 2020 sur notre territoire. Et dans le fond, c'est l'affaire de tous parce que il y a des gens qui ont cette capacité-là de dénoncer ou de dire les choses ou de dire, moi, je refuse de faire tel boulot parce que je ne suis pas à l'aise, je pense que c'est pas sécuritaire. Mais d'autres, parfois, par timidité ou par peur de perdre son emploi, ne le feront pas. Puis l'inverse est aussi vrai auprès des directeurs dans une entreprise. Certains vont dénoncer, d'autres ne dénonceront pas. Pourquoi je dis ça? Dans le fond, c'est pour ça que je dis que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, quand on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'allure, il faut le dire. Parce que... Effectivement. Bien, la santé-sécurité, là, moi, j'aime ça dire ça, c'est une responsabilité partagée. Donc, c'est partagé entre les acteurs du milieu du travail, que ce soit partagé entre les employeurs et les travailleurs. Donc, dans notre loi au Québec, les droits et obligations appartiennent aux deux, aux travailleurs et aux employeurs. Et c'est aux deux à prendre en charge la santé et sécurité de leur milieu de travail. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, la prise en charge? Ça a l'air d'un concept un petit peu arbitraire, mais non. La prise en charge, ça veut dire, j'arrive sur mon milieu de travail, c'est quoi les risques? Identifier les risques, les contrôler, les éliminer. Puis aussi la formation, poser des questions. L'employeur doit s'assurer de donner la formation, pas juste la donner, aussi faire un suivi. Puis le travailleur aussi a des responsabilités. Il doit prendre connaissance du programme de prévention. Il doit apporter les équipements s'il y en a. Il doit finalement, lui aussi, identifier les risques dans son milieu de travail. Tout ça, pourquoi? Mais dans le but de contrôler puis qu'il y en ait moins d'accidents de travail. Parce qu'effectivement, ce qu'on a vu dans les 5 dernières années, c'est qu'une légère hausse des accidents de travail au Québec, mais dans les autres provinces aussi. C'est pas mal généralisé. Pourquoi? Bien, ce qu'on voit, c'est des raisons démographiques et économiques. T'sais, on voit que le taux de chômage est plus bas, la population active sur le marché du travail a augmenté. Fait qu'il y a un petit peu un changement dans la main-d'œuvre qui arrive sur le marché du travail. Puis si ils n'ont pas de formation ou si la prise en charge de la santé et sécurité est déficiente, ça peut mener à des accidents de travail. Parce que la négligence, des fois, elle est même de la part des travailleurs eux-mêmes. Je donne un exemple qui m'a été compté. Bon, exemple, les gens qui travaillent en électricité et tout ça, ils ont un cadenas là, pour... Quand ils mettent le breaker à off, ils mettent le cadenas pour aller jouer dans la machine. Ah, ben, je ne l'ai pas. Ah, c'est pas grave, il n'y a personne dans l'usine. C'est là qu'on se met à risque. Même chose, des fois, je vois... Bien, c'est de prendre un raccourci, là, tu sais, parfois. Quand je vois des gens qui font des toitures, c'est plate, mais je les vois rarement attachés. Oui. Bien, écoutez, un peu, mais... Bien, c'est sûr, c'est certain. Mais je me dis probablement qu'ils ne se sentent pas à l'aise, là, puis c'est moins compliqué pour eux autres, mais ça reste que... Ça reste que ça peut sauver des vies. Mais ça fait partie de nos tolérances zéro à la CNSST. Tu sais, on a des objectifs qu'on met de l'avant. Puis il y a 9 tolérances zéro, dont les chutes de hauteur de plus de 3 mètres, les chutes dans une échelle, puis aussi le cadenassage, comme on dit. Il y en a plein d'autres. Donc, ça, quand on voit ça, c'est une tolérance zéro. C'est automatiquement une intervention de l'inspecteur, etc., etc. Fait que ça fait partie des objectifs qu'on met de l'avant, effectivement. Ouais. Mais c'est pas vrai. Il y a quand même une amélioration là, au niveau de
la prise de conscience puis des risques qui peuvent arriver dans notre milieu de travail. Puis avec nos interventions qu'on fait, comme nos sorties ou ce qu'on fait aujourd'hui avec notre campagne sociétale, on veut les sensibiliser, les gens, là, les Québécois, là, les travailleurs, les employeurs, aux conséquences des accidents de travail parce que, tu sais, ça a des lourdes conséquences, jusqu'à la mort, comme on disait tantôt, mais c'est prendre conscience. Donc, on a toujours un rôle actif de sensibiliser aussi. Mais ça a des conséquences sur l'individu lui-même qui subit l'accident ou la lésion professionnelle. Mais c'est l'entourage. Ben oui, c'est ça, les proches. Et c'est ça l'affaire, c'est que si quelqu'un a un accident de travail qui le rend, disons, inapte pendant une longue période ou même une invalidité complète ou le décès ultimement, mais Effectivement. ça a des impacts sur monsieur, madame, les enfants, les amis, la famille. C'est ça l'affaire. Effectivement, puis ce qu'on a voulu faire avec la campagne sociétale actuelle, c'est qui s'appelle Votre santé sécurité au travail compte pour beaucoup de monde. C'est le beaucoup de monde, ça implique les proches. Fait qu'on a pris une tournure un petit peu plus, je dirais, souple, en laissant de côté un petit peu les campagnes sociétales plus corrosives, là, un petit peu plus frappantes. Là. Tu sais, on sort de la pandémie, fait qu'on est allé On un vise petit peu... plus l'empathie. L'empathie, exactement. Donc, avec les proches. Puis on verra dans les publicités qui sont déjà actives, là, que, ben, regarde, là, ton proche ou ton parent, ton enfant, il a ta santé et ta sécurité à cœur. Puis on souhaite que ça ait un impact quand tu arrives dans ton milieu de travail, d'y penser, tu sais. Puis d'identifier un risque. Tu sais, ça a l'air simple. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué parce que l'idée, c'est de prendre en charge la santé et sécurité. Comment? Bien, tu connais ton milieu de travail, tu connais les risques. C'est eux les spécialistes. C'est plus que des fois, nous, à la CNSST, c'est leur milieu de travail. Donc, on peut identifier le risque, l'adresser, le corriger. Et puis, voilà, tu sais, on pourrait avoir évité plein d'accidents comme ça. Ça a l'air simple à dire, mais c'est ça la recette, finalement. Ouais. Puis des fois, ça peut être des accidents bêtes et niaiseux. Moi, je gère un milieu de travail dans mon autre vie, puis des fois, je suis un peu tannant, mais des fois, je vois des employés qui sont à leur bureau. Leur cellulaire est vide, ils branchent le fil de cellulaire dans la prise en arrière, puis là, le fil est ici, là. Ben oui. Là, ils se lèvent pour aller aux toilettes ou prendre un café ou peu importe. Pas grand-chose d'un fil de cellulaire. On s'entend qu'il va se détacher. C'est ça. Mais le simple geste de tomber peut faire qu'on va se blesser un genou, un poignet. Oui, ou peu oui. importe. Puis il y a des conséquences. Puis, Ouais, il y a des- c'est ça. puis effectivement. Donc, c'est ça l'idée. C'est que, on souhaite sensibiliser les gens à ça. Comme vous dites, à dire, garde, Mais ça, c'est ça qu'on dit, identifier les risques. identifier les Oui, ça a risques. l'air niaiseux, un fil de cellulaire. Ben, Mais ça regarde, n'est va un te chercher une risque. rallonge parce que tu pourrais t'enfarger C'est ça. dedans puis te faire mal. C'est un tu sais. risque de chute de même niveau. C'est Ça, ça. c'est un autre des points qu'on met de l'avant dans nos objectifs. Donc, c'est vrai que ça a l'air banal, mais oui, c'est un risque de s'enfarger. Puis comme vous disiez tantôt, ben des fois, on peut prendre des raccourcis. Mais Oui, des pourquoi, raccourcis, en fait? ouais, c'est ça. Pour sauver quoi? Hein? pour sauver quoi? Donc, effectivement, c'est toute la question de sensibilisation. Est-ce que les gens peuvent, j'aime pas le terme, là, mais bon, je vais le dire quand même, dénoncer, mais dénoncer confidentiellement? C'est-à-dire que si, tu sais, les gens, par peur de représailles, des fois, vont éviter de dénoncer quelque chose, mais si un employé est témoin d'une affaire qui n'a pas d'allure dans son entreprise, est-ce qu'il peut dénoncer sans être tenu, lui, Bien, c'est certain que publiquement? nous autres, on a toujours des inspecteurs de garde, 24 heures sur 24, qui reçoivent les appels. OK. Puis oui, on a des dénonciations aussi anonymes, effectivement, par peur de représailles et tout ça. Mais tu sais, ce qu'on dit aussi aux travailleurs quand ils voient une situation dangereuse, c'est de le dire. Tu sais, il y a peut-être un comité santé et sécurité, puis c'est sûr que, comme vous dites, il y a peut-être la peur de représailles, mais tu sais, ça peut avoir un impact sur plein de monde là, de corriger une situation dangereuse. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a moyen de faire une dénonciation anonyme là, sur une situation dangereuse qu'on voit. Donc, nouvelle campagne publicitaire sociétale de la CNESST que vous voyez peut-être en ce moment et pour les prochaines semaines. Votre santé et votre sécurité comptent pour beaucoup de monde. Donc, on vise l'empathie. Et dans le fond, ce qu'on rappelait aussi, c'est que tout le monde a sa part de responsabilité, autant les employeurs que les travailleurs eux-mêmes, pour identifier les risques et ultimement les corriger, c'est ça? Les corriger, les éliminer, effectivement. Puis moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est la santé-sécurité. La prévention, c'est une obligation et une responsabilité partagée. Puis si on regarde la loi de la santé, la LSST, la loi santé et sécurité du travail, les deux articles de loi
qui traite des obligations et responsabilités des travailleurs employeurs, c'est l'article 49-51. 51 plus 49 égale 100 d'implication pour les deux parties. Fait que ça, j'aime bien rappeler ça, mais oui, tout le monde doit s'impliquer, travailleurs comme employeurs. Puis des fois, il y en a qui pensent à tort que leur milieu de travail est sécuritaire. Ouais. Pas besoin de faire ça de prévention. Mais ce qu'on voit, c'est que, comme je disais, les accidents de travail, il n'y aura pas de discrimination. Tous les secteurs sont touchés. Et je rappelle en terminant les statistiques que je donnais en introduction. Au Québec, l'an passé, il y a eu 116 personnes qui sont décédées d'une maladie ou d'un accident professionnel. Et de ce nombre, il y en a 7 que c'était ici, sur le territoire élargi de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est du vrai monde, avec des vraies familles qui ont vécu un drame. Ça, c'est sans compter celles qui sont blessées tout court. Elles ne sont peut-être pas décédées, mais pour qui leur vie a changé à la suite d'un accident de travail. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Nouvelle exposition de Christine Palmieri, c'est du 17 au 28 novembre à la Loge Espace Photo. La Loge, c'est situé au 83 de la rue Richelieu, en face du Canada français, non loin du Nautique, dans le centre-ville. Donc, allez faire un tour, c'est une belle place à visiter et une belle exposition également à aller voir. À demain. Bye-bye.